Et de la matinale. Sur la première. Bonjour Antonin Beurier. Bonjour. Fin juillet, le 30 juillet exactement, vous étiez à cette même place pour parler de la prolongation de la période d'exclusivité avec New Century Resources. Vous étiez confiant quant à la conclusion de cette affaire. Qu'est-ce qui s'est passé en un mois et demi ? J'étais confiant même encore jusqu'à la semaine dernière, puisque nous étions quasiment prêts. L'offre australienne était constituée d'un consortium avec une banque d'investissement, Macquarie, et un fonds d'investissement qui s'appelait Orion Resources. Ce fonds d'investissement, Orion Resources, s'est ravisé vendredi dernier. Donc tout était prêt, on était prêt à signer hier, le 8. Et finalement, ils ont refait une analyse de risque globale du dossier et leur comité d'investissement a dit non, on n'y va pas. Donc eux n'y allant pas, l'ensemble du consortium ne tenait plus. Et du coup, l'ensemble de la transaction, qui était environ, c'était un package de 100 milliards, ne tenait plus. Comment vous expliquez ce revirement ? Eh bien, à la fois pour des éléments techniques et des éléments de contexte général. Les éléments techniques, ils ont commandité des rapports d'expertise qui disent que voilà, il y a des investissements importants à faire, de maintenance, de productivité, etc. Donc voilà, il y avait un élément technique, selon eux, qui montrait qu'il fallait mettre davantage encore dans l'entreprise. Et puis, il y avait un élément général d'ambiance que j'ai développé hier, qui est de dire qu'effectivement, pour les investisseurs, c'était pas simple, c'est déjà pas une décision facile de venir ici, et ils ne se sentaient pas forcément toujours très les bienvenus. En fait, les conditions n'étaient pas suffisamment sereines, je pense, pour les investisseurs. Pourtant, selon vous, je reprends vos mots, là, il y a un mois et demi, vous disiez que ce contexte, ces tensions n'avaient qu'une très faible influence sur les négociations en cours. Sauf qu'après, il y a eu des partis de gouvernement qui se sont ralliés à cette idée. Donc effectivement, ça a pris une dimension différente. Sauf qu'après, on a vu que pour le sujet des exports, c'était un petit peu compliqué. Et on comprend que c'est des sujets sensibles. Il y a eu même des prises de position, quand même assez dures. Bon, en fait, jusqu'à vendredi, encore une fois, on sait bien qu'un grand projet comme ça peut toujours susciter des oppositions, finalement. Après, il faut savoir les cadrer dans un débat, il faut savoir y répondre, il faut savoir... Dans ce projet, vous voyez, on doublait la participation publique, on augmentait l'actionnariat salarié, on doublait les garanties environnementales, on garantissait le pacte sur 20 ans. Vous voyez, on n'est pas autiste, on sait que la société attend un certain nombre de garanties, on était en train de les mettre en place. Est-ce qu'il y a eu une mauvaise évaluation de la part de Vale Nouvelle-Calédonie de l'influence de ce contexte, une mauvaise évaluation de... Vous avez pêché à convaincre que tout ça valait le coup, peut-être ? Alors, d'une part, Vale Nouvelle-Calédonie, nous sommes l'entreprise. Voilà, ce sont mes actionnaires qui décident finalement. Vous voyez, c'est pas Antonin Beurier qui décide. C'est Vale qui a fait l'évaluation des offres. Et vous êtes la tête de proue, la figure de proue de la négociation. En Calédonie, vous me voyez, vous dites tiens, mais en fait, vous savez, il y a plus de 60 personnes qui travaillent à Toronto, à New York, à Paris, à Londres. Quand je disais vous, c'est le groupe, bien sûr. Voilà, c'est ça. Vous voyez, nous, vous savez, on est en contact permanent, direct avec évidemment notre environnement. On en perçoit à la fois les forces, les fragilités. On perçoit toutes les contradictions que nous avons dans cette société. Bref, on est vraiment en contact. Vous savez, on a plus de 3000 personnes sur site et c'est que de l'emploi local. Donc, on connaît très bien, je pense, l'environnement. Il y a des gens qui, de bonne foi, sont inquiets sur la souveraineté des ressources. Et ça, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Et puis d'autres qui, effectivement, aiment bien l'opposition, qui aiment bien ça, parce que c'est leur métier, et voilà, ils nous font du mal. Mais il y avait quand même des inquiétudes techniques dont vous avez parlé, où là, vous n'avez pas non plus réussi à convaincre que ça valait le coup quand même. Si, bien sûr. Vous dire que d'investir dans une entreprise qui a perdu de l'argent pendant 10 ans, on est en train de la redresser. Là, ça y est, on gagne de l'argent. On a des carnets de commandes qui sont pleins pour les prochaines années. Mais on a une montagne d'investissements devant nous. Le projet Lucie, ça va être le plus grand programme d'investissement de Calédonie privé sur les 2 prochaines années. Si Dieu nous prête vie, ok ? Donc, c'est 35 milliards. Eh bien, avant d'y aller, les gens, ils ont besoin d'être rassurés. Et ils n'ont pas été rassurés. Eh bien non, la preuve. À 7h05, l'invité de la matinale, je le rappelle, Antonin Beurier, le PDG de Vale NC. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258 258. Charlotte Mestre. Antonin Beurier, aujourd'hui, quelles sont les prochaines étapes dans la vie de l'usine du Sud ? Eh bien, il y a finalement 2 options. La première option qu'on m'a demandé déjà de commencer à préparer et à planifier, c'est tout simplement un ralentissement de l'activité, puis un arrêt de l'activité, puis une fermeture de l'usine. Donc j'ai une équipe qui va se mettre en place, c'est ce que souhaite mon actionnaire. Le conseil d'administration du groupe Vale a dit depuis 1 an que s'il ne trouvait pas une solution pérenne, solide, fiable d'ici la fin de l'année, il ne financerait plus les opérations. Bien qu'on soit à l'équilibre d'exploitation, comme je vous le disais, on a besoin de beaucoup investir. Donc si on ne peut pas investir, si on ne peut pas mettre Lucie en place, si on ne peut pas investir dans l'outil, il faut arrêter. C'est l'option 1.
L'option 2, c'est en 2 mois, trouver quelque chose de solide, fiable, réaliste, une option de reprise qui passera par les salariés, qui passera par nous, et on va prendre l'initiative avec la province sud, avec l'État, de bâtir ça le plus vite possible. Heureusement, on n'est pas seul. Comme notre produit fonctionne, beaucoup de clients veulent nous aider. Et c'est possible, ça, en 2 mois, ça paraît. En 8 mois, ça a échoué. C'est super dur. Donc il n'y a pas de grande chance que ça... Non, je dis pas ça. Je dis que c'est super dur et je dis qu'on va se battre jusqu'au dernier jour. Et est-ce que dans les anciennes propositions, parce qu'il y avait 8 propositions sur la table, il y en a 3 qui ont établi, qui ont passé, voilà, qui étaient en shortlist, et finalement il y a eu New Century Resources. Est-ce que dans les 3 ou dans les 8, il y a des gens avec qui vous pourriez reprendre les négociations? Et on va voir. On va voir, mais... Sur les 8, certains, vraiment, leur conseil d'investissement avait dit non, on n'y va pas, c'est trop risqué. Hein, donc, il reste évidemment l'offre dite Sofinor, SMSP, Coréa Zinc, qui avait été écartée en mars-avril, pour des raisons industrielles et financières. Les mêmes sujets, finalement. Il n'y avait pas les garanties nécessaires pour que ça soit crédible. Moi, j'ai rien qui, aujourd'hui, me fasse dire que ça a changé. Mais les négociations ont été interrompues, donc peut-être qu'ils n'ont pas montré tous leurs arguments. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, c'est peut-être ça. Voilà. Si je peux me permettre un point. Je comprends la mobilisation des gens, parce qu'ils ont l'habitude, pour avoir la souveraineté politique, du monde des idées, du monde du débat, du monde de la manifestation, du monde du slogan. En fait, la souveraineté économique qui est revendiquée, c'est pas ça. La souveraineté économique, elle vient avec le travail, elle vient avec l'innovation, elle vient avec l'investissement. Et le mélange, en fait, de ces 2 ambitions-là fait qu'il y a cette incompréhension globale. C'est pas parce qu'on est dans la rue qu'en fait, on va avoir cette souveraineté économique. Vous voyez, ça, c'est fondamental. On se dirige du côté du Standard pour accueillir André. Nous avons une question. Bonjour André. Oui, bonjour. J'ai envie de poser la question à M. Beurrier. Donc, il a travaillé dans le Nord. Il connaît qu'ici, dans le pays, donc, il y a la Sofinor. Pourquoi il ne s'est pas orienté donc, par rapport à l'industrie du pays que de voir avec un Australien donc, qui ne maîtrise pas l'industrie? Voilà. Merci André pour votre question. André qui est André Vama du comité Rebounou. Donc qu'est-ce que vous pouvez répondre à Monsieur Vama quant à ce travail avec la Sofinor que vous connaissez? Je connais. J'ai travaillé dans l'usine du Nord. Je suis attaché à l'usine du Nord. J'y ai mes amis. Ce sont mes amis industriels et je souhaite qu'ils réussissent, que ça soit bien clair. J'ai travaillé avec la SMSP et avec Sofinor pendant des années. On se respecte, on se connaît. J'ai personnellement ouvert tous les livres, tous mes comptes à la SMSP quand ils m'ont demandé de pouvoir étudier le dossier. J'ai personnellement appuyé pour qu'ils puissent avoir leur chance, vraiment. Après, ma responsabilité en tant que chef d'entreprise, étant effectivement associée à la prise de décision, c'est de dire, est-ce qu'ils ont les moyens financiers d'investir? On sait tous que, malheureusement, c'est compliqué. Est-ce que leur partenaire industriel est solide? Oui, Coréa Zinc, c'est un groupe solide. Mais est-ce que leur stratégie industrielle, leur vision industrielle va nous permettre d'assurer la pérennité de l'emploi et de l'usine? On n'était pas convaincus, parce que le modèle qui était de repartir sur un produit complètement raffiné, de rouvrir une raffinerie, même si c'est un nouveau procédé, coûte très cher et avait sans doute été sous-estimé en termes de coût d'investissement et coût d'exploitation. C'est ce qu'on a dit à l'époque. Voilà, moi je suis quelqu'un de pragmatique. Hein, je ne suis pas dans le monde des idées, mais si on a des financements, si on a un projet industriel qui tient la route, pourquoi pas? Nous, ce que l'on sait, c'est que la stratégie industrielle que nous mettons en place aujourd'hui, nous permet de enfin gagner de l'argent. Depuis le mois d'août, on est positif. C'était jamais arrivé comme ça. Hein, et puis ça va être pérenne. On sait que notre carnet de commandes est plein. On sait que sa stratégie fonctionne. Le reste, pour moi, c'est simple. C'est évanescent. Il n'y a pas de solidité finalement. Alors après, je garde un esprit ouvert et bien entendu respectueux. Pour ce qui est, vous dites, vous gagnez de l'argent. Enfin, le modèle fonctionne. Vous avez changé votre fusil d'épaule et au final, c'était une bonne option. Pourquoi dans ce cas-là, Vale ne reste pas? Vale a perdu 200 milliards en Nouvelle-Calédonie les 6 dernières années. Vale a des actifs qui rapportent beaucoup plus, beaucoup moins risqués, beaucoup plus simples à gérer, dans des juridictions beaucoup plus faciles à opérer. Ils ont eu en plus un certain nombre de challenges. Vous savez qu'ils ont le Covid, ils ont eu le barrage de Brumadinho. C'est un groupe qui stratégiquement a dit, ils ont une quarantaine de sites gros comme le nôtre, vous savez, dans le monde. Donc ils sont dit, celui-ci, il nous a posé beaucoup de problèmes. On va s'engager à ce qu'on donne les vraies chances de réussite aux futurs repreneurs, peut-être que leur nouvelle gouvernance, peut-être qu'une nouvelle stratégie, etc. Il y a besoin de plus d'agilité, il y a besoin de plus de proximité avec la population. Ça, on est tous d'accord. Et donc, ils ont dit, voilà, ils vont laisser 50 milliards sur la table, hein, c'est quand même pas évident, et pour qu'on réussisse notre transition. Voilà. Mais Vale, c'est bon, ils ont donné.
Quant à la possibilité de mettre les choses en suspens et de repousser, de reprendre les négociations après le référendum, comme ça a été demandé par le Congrès, le vœu a été adopté par le Congrès. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est possible ? De toute façon, de fait, les choses sont en suspens, parce que là, on n'a pas d'option. Oui, mais sauf qu'en suspens, avec l'épée de Damoclès d'une fermeture, est-ce qu'on ne peut pas tout stopper, dire que... On aimerait, hein. Mais en fait, dans la vraie vie, c'est qu'il faut payer les gens, c'est que pour les payer, il faut que l'usine tourne. Et puis, moi, j'ai le projet Lucie, c'est-à-dire que, vous savez, on génère des résidus avec notre... donc, ce sont des boues, on va dire ça comme ça. Dans d'autres pays, ils mettent ça à la mer. Nous, on a décidé d'investir 35 milliards dans le projet Lucie. Là, il nous reste encore 35 milliards à mettre pour avoir un nouveau système, une usine spéciale. C'est une demi-tour Eiffel qu'on va monter pour filtrer, presser ces résidus et les boues séchées. On va les placer en bas de barrage, on va revégétaliser tout ça. C'est un pari que l'on fait. Si j'attends trop, mon bassin aujourd'hui dans lequel je mets ces résidus-là va être plein. Et donc, on va arrêter. Donc, en fait, vraiment, le compteur tourne, quoi. Il faut vraiment qu'on enclenche le plus vite possible. Et quels sont les contacts que vous avez déjà pour d'éventuels repreneurs, vu que c'est, disons, le scénario le plus optimiste ? Oui, c'est le scénario auquel Enfin, je vais vous dire, on va se battre pour celui-ci. Déjà, on va commencer sur ceux qu'on maîtrise. C'est-à-dire que tout le management, tous les salariés, on va prendre notre destin en main. C'est-à-dire qu'on va prendre des initiatives, on va lancer un grand programme d'actionnariat salarié. C'est-à-dire qu'on va, nous, volontairement, au niveau du management par exemple, on va couper 20, 30, 40% de notre rémunération. On va réinvestir dans l'entreprise. On va proposer en option pour les plus petits salaires, s'ils veulent, ils pourront aussi contribuer. Ça, c'est déjà la base. Mais c'est fondamental. Parce que là, on va donner confiance. Les gens vont dire, non, ils croient vraiment à leur boîte, ils sont motivés, ils vont y aller. Donc, on va montrer cet exemple-là. Deuxièmement, on est soutenu par la province Sud, on est soutenu par l'État. Et puis, finalement, par nos clients. C'est ça qui est fondamental. Donc, on a des gros industriels, je ne peux pas encore en parler maintenant, mais qui sont intéressés sur le long terme avec nous et qui vont nous aider. L'actionnariat salarié, ça représenterait 3 milliards sur les 100 qui sont nécessaires à la reprise de l'usine. Comment on peut espérer que ça suffise pour relancer la machine ? Alors c'est dur à la radio, à l'heure du petit déjeuner, de vous faire le décompte, mais sur les 100, il y a déjà 50 qui viennent de Valais. D'accord ? Ensuite, vous avez environ 30 qui viennent de l'État, on est déjà à 80. Ensuite, il reste 20. Sur les 20, il vous reste 10 qui vont venir en dette. C'est là on pourra... L'entreprise que j'ai, et j'ai la chance de présider, n'a plus une dette, zéro. On a tout effacé, on a tout remboursé, on part d'une situation propre. Donc vous pourriez emprunter de nouveau. Donc on pourra emprunter de nouveau. Et évidemment, il y a un apport en fonds propres à mettre, et notamment de nouveaux propriétaires. Et c'est pour ça qu'on arrive à ces 10. Et sur ces 10, il y a déjà un tiers qu'on pourrait nous apporter. Mais sur l'enveloppe globale, ça fait peu. C'est difficile de convaincre un repreneur, non ? Mais en fait, le repreneur, ça sera déjà un peu nous. Vous voyez ce que je veux dire, ok ? Alors après, si un repreneur dit « Moi, j'investis, mais j'ai un soutien massif de Valais. J'ai l'État qui est avec moi, j'ai la province Sud, j'ai toutes les collectivités et j'ai la population et les salariés avec nous », c'est différent, le profil de risque est différent. Le scénario pessimiste, c'est donc la fermeture de l'usine à la fin de l'année. Vous avez 2 mois pour mettre en branle tout ça. Ouais. Ça veut dire que les premiers licenciements, si on devait fermer, ça interviendrait quand ? Plutôt de l'année prochaine. Plutôt de l'année prochaine. Ça prend du temps. Il y a des consultations à avoir sur les autorités, le comité d'entreprise, il y a tout le package à négocier, il y a une fermeture ordonnée à faire. On ne ferme pas une usine Céveso comme ça. Donc ça prendrait des mois et des mois. Mais les premiers licenciements, ce serait janvier, février, si jamais on devait, si le pire se passe. Oui, et notamment malheureusement plutôt avec notre sous-traitance, parce qu'on serait obligé d'arrêter un certain nombre de programmes d'investissement. On investit beaucoup, vous savez, c'est 10 milliards par an nos investissements, et au-delà même de Lucie, juste pour maintenir l'outil. Donc vous savez, c'est presque 3000 emplois en bas. Valais s'est engagé, même si l'usine fermait, à rester pendant 20 ans dans le pacte de développement du Grand Sud. Comment ça se traduirait ? En fait, déjà, dans l'accord qu'on devait signer hier, l'idée c'était que l'entreprise continue à financer ce pacte. Mais au cas où l'entreprise était défaillante, Valais se proposait d'être la garantie du financement de ce pacte pendant les 20 ans qui viennent. Si l'entreprise devait être défaillante, là, l'année prochaine, malheureusement, Valais assurera le financement du pacte. Même si l'usine est fermée ? Même si l'usine est fermée. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous êtes ? Déterminé. Plus que jamais, on ne va rien lâcher. Et je suis porté par toutes les marques d'attention, à la fois l'inquiétude et le sens des responsabilités. Et j'espère vraiment que tout le monde va comprendre que cette fois-ci, si on pouvait avoir l'union sacrée, et qu'on ne soit pas l'objet de disputes, mais au contraire, un objet de ralliement pour que tous, ici en Calédonie, on sauve l'usine. On sauve l'usine du Sud, on sauve SLN, on sauve KNS. Pas une ne doit être mise à terre. Vous êtes auditionné par le Congrès cet après-midi. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? C'est pas une audition, c'est une mission d'information sur le nickel, auquel je me rendrai bien volontiers.
J'ai simplement dit aux politiques, je vous dois la complète transparence, vu l'importance de mon entreprise. Je vous dois une conformité réglementaire, juridique parfaite. Je génère des emplois. C'est aussi des responsabilités. Et je dois aussi vous rassurer sur l'avenir. OK, ça, c'est mon job. En revanche, le fait que des politiques changent les règles du jeu, notamment quand vous investissez comme ça, qui disent, tiens, on va faire un nouvel organisme d'approbation de la transaction, vous allez passer en comité devant. Mais les investisseurs, ils disent, mais attendez, c'est l'état de droit ici en Calédonie où vous vous inventez des nouvelles règles? Non, il y a une autorité compétente, c'est la province sud. L'État a il nous suit tous les jours. On a le comité interministériel de restructuration industrielle qui nous suit, qui contre-expertise tous nos chiffres. Donc le dossier, il est sérieusement mené. On aura toute la transparence nécessaire, mais s'il vous plaît, il faut éviter que, là je reviens à cette idée, que les politiques fassent de l'économie. Ça serait bien, ça nous aiderait beaucoup. Antonin Beurrier, PDG de Vallée Nouvelle-Calédonie, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci. C'était l'invité de la matinale sur la première. C'est pas trop tôt?